Si Taverny m'était compté présente, Louis Vell, souvenir d'un tabernassien. Louis Vell, né le 29 mai 1926 à Saint-Leu-la-Forêt, est un acteur français. Il est marié à l'écrivain et actrice Frédéric Hébrard, dont il a 3 enfants, Catherine, Nicolas et François. Il est aussi auteur dramatique et metteur en scène. Il évoque ses souvenirs d'enfance à Saint-Leu et à Taverny dans l'ouvrage coécrit avec son épouse et intitulé La protestante et le catholique, publié chez Plomb en 1999. Écoutons-le. Un autre changement fut l'accès au catéchisme. Pour différentes raisons, je dus en suivre les cours à l'église de Saint-Leu. Elle était tout l'opposé de celle de Taverny, sombre, sans histoire, calée en pleine rue, entre une boulangerie et une pharmacie, débouchant à même le trottoir, où le dimanche, la voix des crieurs de journaux dominait celle du prêtre. Quand il entonnait le credo, on entendait « Demandez, lisez, diffusez l'humanité, organe central du Parti communiste français ». À quoi répondait un ton plus haut « Demandez, lisez, diffusez l'action, organe du nationalisme intégral ». Et puis, l'opinion sur les 2 prêtres était différente. L'abbé Bourg, curé de Taverny, promu doyen, était apprécié des chrétiens intermittents qui composaient ma famille. Il avait quelque chose de bon et de furieux qui touchait. L'abbé Toyon, curé de Saint-Leu, était tout autre. Il portait lunettes, se montrait facilement pompeux, portait à l'enflure. Dans sa bouche, Jésus devenait presque Jasus. Il était affligé d'un tic qui le contraignait à porter sans cesse la main à sa joue pour remettre sa mâchoire en place. Et puis, grief plus sérieux, il ne rendait pas la monnaie. Si on venait le trouver pour une messe à l'intention particulière qui coûtait 17 francs par exemple, et qu'on lui eût donné 20 francs, il disait merci et gardait le tout. Il faudrait peut-être préciser, autre changement, que ma mère s'était remariée et que j'avais ainsi hérité d'une grand-mère de plus, la mère de son mari, Raymond. Je l'avais toujours connu. Si quelqu'un a aimé et pris en considération l'enfant que j'étais, c'était bien lui. Sa mère et lui habitaient une maison imposante, prolongée d'un grand jardin peuplé de pergolas. Le tout situé sur le même trottoir que nous, du côté de Saint-Leu, ce qui contribua à m'orienter vers cette nouvelle paroisse. Ma nouvelle grand-mère m'y accompagnait au catéchisme le jeudi et à la messe le dimanche. Chaque fois, nous passions place de la mairie, devant la pharmacie de mon grand-père, qui venait de se remarier lui aussi et avec qui ma nouvelle famille était restée dans les meilleurs termes. Mes souvenirs de catéchisme baignent dans la lumière insuffisante de l'église de Saint-Leu. En levant les yeux, je rencontrais un ciel bleu-noir, plus noir que bleu, criblé d'étoiles dorées d'un éclat chétif. Dans cette atmosphère de crypte, l'environnement perdait de son relief. Les visages devenaient incertains, les pensées molles. J'appris aussi que tout le monde n'était pas chrétien, ce qui n'était plus une totale surprise, car j'avais constaté que certains camarades ne se retrouvaient pas à la messe du dimanche. Mais j'appris aussi qu'à l'intérieur même des chrétiens, il y avait des différences, et ceci me surprit davantage. Est-ce que nous connaissions des protestants ? Il n'y avait pas à aller loin. Le café, tabac, taxi, en face de la pharmacie, était tenu par des protestants. Ah bon ? Et qui d'autre ? Eh bien, à Saint-Leu, un médecin, une dentiste, et puis le pasteur Bost et sa femme, un homme très bien. Et puis il y avait un temple, oui, à l'entrée de la rue Carnot, dans le quartier de Vaucelles. Je suis allé voir, mon Dieu, qu'il était petit dans son jardinet. Il est vrai que les protestants étaient peu nombreux, mais quand même, à côté des églises. C'est un vendredi saint. De quelle année ? Après le chemin de croix à l'église de Taverny, je me suis engagé dans la forêt, sous un ciel sombre. J'ai marché.
je me suis arrêté au pied d'un arbre qui domine la carrière du pont du Diable. J'y ai grimpé, ou plutôt je me suis hissé, car l'arbre avait peu de branches et à peine de feuilles, petites. Je monte aussi haut que je peux. Un vent mauvais vient le tourmenter. Toute la nature est de mauvaise humeur. La pluie qui passe vient me cracher au visage, 1 minute ou 2, s'éloigne, puis reviendra. Cramponné à mon perchoir qui oscille dangereusement, pourquoi me dis-je que je n'oublierai jamais cet instant? Des garçons qu'on saluait le matin sur le quai de la gare, on ne les reverrait jamais. L'un mort à Épinay, l'autre au pont d'Argenteuil. Pourquoi s'obstiner à aller à Paris? Je me cantonnais dans ma chambre. Raymond, la tête enfoncée dans le poste de radio, la main sur le bouton des fréquences, essayait de combattre le brouillage de Radio Londres, comme il l'avait fait tout au long de l'occupation. Il exécrait les Allemands, leur tenait des propos provocateurs qu'ils ignoraient ou ne comprenaient pas. Il en fut autrement quand une escouade de la milice vint camper au château de Vaucelles. Un matin, qu'il était allé chercher le scie fraîche de la fontaine en face de la pharmacie, Raymond ne leur cacha pas le dégoût qu'il lui inspirait. Ils s'emparèrent de lui violemment et le traînèrent jusqu'au château. Quand ma mère revint de ses prises de sang, les voisins qui avaient assisté à la chose l'informèrent. Ni une ni deux. Elle monta la côte de la Tuilleule jusqu'au château. L'heure qui survint me parut horriblement longue. Puis je les aperçus, Raymond et elle, en haut de la côte. Ils se tenaient au milieu de la route, bras dessus, bras dessous, descendant vers nous, fiers comme jamais, éblouissants de bonheur. Ma mère rayonnait littéralement. Elle nous raconta comment elle avait réussi à arracher son mari des griffes de la milice, et ce grâce à un officier allemand qui parlait français. Elle demanda à Raymond de ne plus se livrer à ses provocations. « Ce sont des salauds », répétait-il, « des salauds ». Je m'inscrivais au club de tennis de Vaucelles. Là se nouaient des idylles avec des jeunes filles en soquettes et jupes plissées blanches. La femme d'un prisonnier nous apprenait quelques pas de danse. Je gagnais de petites sommes au bridge. Souvent, les sirènes annonçaient des passages d'avions. Peu après, on voyait plus ou moins haut, suivant leur direction, de lourdes escadrilles de bombardiers. Les pièces anti-aériennes entraient en jeu. On voyait leurs obus éclater dans le bleu du ciel. Parfois, les avions lâchaient leur cargaison de bombes, de jolies petites pièces métalliques qui scintillaient gentiment dans le ciel et descendaient porter la mort à des gens encore vivants. Parfois, un avion était touché. L'agonie était plus ou moins longue. Certains, ralentis, suivis d'un sillage de fumée, tentaient en vain de rejoindre le groupe qui s'éloignait. Parfois, l'appareil se brisait, puis plongeait de plus en plus vite vers le sol. Parfois encore, fleurissaient quelques parachutes. Plus rarement, on distinguait une torche qui descendait sans s'ouvrir. Puis quand tout était accompli, les joueurs s'interrogeaient du regard. 15-30 15-40 Puis la partie reprenait. La vie exigeait sa part. Moi, j'essayais de penser à ces garçons venus du Wisconsin ou d'Alabama et qui allaient finir leur jour entre Beauchamp et Taverny, après avoir tué des gens à Saint-Prix ou Montlignon. Habitués par éducation et par tempérament à chercher de la cohérence en toute chose, je souffrais de l'absurdité du monde. Les camions passaient, de plus en plus nombreux. Les soldats s'y tenaient debout, le fusil à la main, prêts à tirer sur les façades ou les passants. Je cessais d'aller au tennis. Chacun restait chez soi. Voisin du boulanger, je passais par-dessus les murs pour apporter le pain aux plus proches voisins. Il fut donné l'ordre de ne plus fermer les portes des maisons pour que les soldats puissent y entrer à leur gré. Aussi longtemps que les camions roulaient, nous éprouvions du soulagement à les voir passer.
L'inquiétude commençait s'il s'arrêtait. Un camion, justement, s'arrête devant la pharmacie fermée. Des soldats entrent par la porte du couloir. C'est après la pharmacie qu'ils en ont. Ils veulent des médicaments. Ils emportent différentes choses. Raymond les suit furieux en les traitant de voleurs d'aspirine. Ma mère essaie de le calmer. Elle tient dans ses bras ma plus jeune sœur, qui a juste 1 an. Dans 20 ans de là, elle épousera un jeune Berlinois du même âge qu'elle. Ainsi va la vie. Moi, je suis dans ma chambre, au 2e étage. Un soldat entre dans la pièce, farfouille. Moi, je suis sur mon lit, je lis La Mousson. Il avise mes gants de boxe, m'en envoie une paire, comme s'il voulait qu'on fasse un assaut. Mais ce n'était pas sérieux. Je lui dis « crank », qui veut dire malade. Je poursuis ma lecture, et soudain je l'entends pousser un cri, un hurlement, Terroristen. En soulevant le coussin de ma bergère, il a trouvé mon calot de collégien avec des étoiles. Il sort son arme tout en continuant à hurler « Terroristen, Terroristen ». Je me suis mis debout. Le canon du revolver est à hauteur de mon visage, juste un trou noir. Je pense que ma vie est finie. Je suis paralysé. Je me vois monter la côte de la Tuile pour être fusillé. Ce qui est absurde. Il peut aussi bien m'abattre sur place. Bruit de bottes dans l'escalier. Un autre soldat apparaît, l'arme à la main. Le premier, véhément, lui montre le calot et cherche à le convaincre qu'il est en présence d'un terroriste. Et puis mon esprit se remet en marche. Je dis « Schule », école, et je montre avec fièvre mon mouchoir, ma chemise, mon chandail, mes chaussettes, des cahiers. Tous portent mon matricule, 436. S'il veut regarder à l'intérieur du calot, il verra le même matricule. J'explique que les étoiles Stern sont des années JAR, que nuit 8 étoiles, c'est trop pour l'armée. Tout est en balance. Je les regarde. Ils me regardent. Comme c'est long, mon Dieu. Le second qui est monté s'attendait peut-être à trouver quelque chose de plus convaincant. S'il fait un geste de la tête vers la porte, c'est fini. Rien ne pourra arrêter l'avalanche. Mais il baisse la tête pour remettre son arme dans l'étui. L'homme au calot dit quelques mots pour le convaincre, mais l'autre lui tourne le dos et redescend. Ça veut dire « fais-le, mais tout seul ». Il me regarde, furieux, me jette mon calot au visage et s'éloigne, son arme à la main. Il descend l'escalier. La vie m'est rendue. Je fais le signe de croix.